Alors, c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit sommaire de ce que je vais aborder comme sujet aujourd'hui. Je vais commencer par une brève présentation de qui je suis. Ensuite, on va parler un petit peu de la mémorisation des faits numériques et l'élaboration des stratégies pour permettre à tous les élèves d'automatiser des procédures. On va parler de la place du calcul mental dans le développement des compétences en mathématiques de manière plus générale. Comment permettre à tous les élèves de progresser en calcul mental? Et bien sûr, les difficultés types rencontrées par les élèves et comment les aider à les surmonter. Bien sûr, là-dedans, on va aussi aborder un petit peu la question plus pratique de qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour implémenter le calcul mental dans la semaine, dans nos cours quotidiens, enfin dans notre quotidien, pour que tous ces éléments puissent avoir lieu de manière optimale. Alors, voilà, moi c'est Emmanuel Merki, je suis enseignant en Suisse à l'établissement primaire et secondaire de Grandson. J'ai cette année une volée de CM2, ouais, 7e, CM2, c'est juste. Ouais. Je suis papa de trois enfants qui sont en maternelle CE1 et CM1, donc ça aussi c'est pour vous dire que j'ai aussi la dimension en parent, pas seulement enseignant, c'est ma septième année d'enseignement, donc j'ai 6 ans d'expérience, 6 ans et demi d'expérience en tant que maître de classe. Je suis également le concepteur de l'application en ligne Matano et auteur des cahiers Kimono pour les degrés CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Donc, tout ça, c'était pour dire un petit peu, enfin pour que vous puissiez comprendre qui je suis et puis peut-être aussi avoir un certain recul par rapport à ce que je vais dire, quel impact ça a. Donc ça, c'est les choses que je suis, les choses que je ne suis pas. Je ne suis pas didacticien des mathématiques, je ne suis pas un chercheur en neurosciences, donc je n'ai pas non plus la science infuse. Si aujourd'hui je présente quelques éléments voilà, que j'estime avoir découverts, et utilisés de manière intéressante dans ma classe et puis qui ont fait ses preuves, en tout cas pour moi. C'est plus sous forme de partage. Calcul mental, allez, c'est parti. Le calcul mental se décline sous plusieurs formes. Donc, vous avez en partie euh, une dimension automatisée. C'est à quelque part des calculs pour lesquels la réponse arrive de manière plus ou moins immédiate. Il n'y a pas de construction de la réponse et il n'y a pas de stratégie ou de processus qui va permettre en plusieurs étapes d'acquérir la réponse ou de la proposer. Ce sera vraiment plus mémorisé qu'autre chose. Ensuite, on a le calcul rapide. Lui, on va plutôt le construire. Enfin, c'est une réponse qui est construite, mais de manière très, très rapide. C'est souvent des, des, des constructions mémotechniques ou bien des rappels de choses on a fait, sur lesquelles on a fait des liens. Et c'est pas vraiment une construction par étape de la réponse, c'est vraiment une construction plus rapide. Moi, je peux vous donner un exemple. On va calculer automatisé, genre 6 fois, enfin, 5 plus 5, 10, c'est instantanément. C'est pas forcément une construction. Bien sûr, attention, il faut qu'on se mette d'accord que ça dépend du niveau scolaire duquel on parle. C'est clair que les CP et puis les CM2, ils vont pas du tout avoir les mêmes calculs dans ces mêmes catégories. Donc au CM2, 5 plus 5, c'est censé être automatisé. Donc ça fait partie du répertoire additif qu'on appelle de manière immédiate. Pour le CP, pas du tout. Le CP, peut-être que le 1 plus 1 égale 2, ça va être du calcul automatisé, où la réponse, même oralement, le 1 plus 1 appelle le 2 direct, oralement, sans forcément passer par de la réflexion, sans forcément passer par de la construction. Et puis le calcul rapide, pour le CM2 par exemple, on aurait du 25 plus 9. Là, on a un truc très rapide, le plus 9, il est connu. Il y a plusieurs stratégies qui existent, plus 10, moins 1 ou moins 1 plus 10. Et puis là, le calcul est très rapide. Alors que si je prends la dernière manière d'avoir le calcul mental, c'est le calcul réfléchi. Là, par exemple, on aurait plusieurs étapes
qui serait exigée par la personne qui doit effectuer le calcul, pour laquelle il doit y avoir ce qu'on appelle la mise en tampon dans la mémoire de travail de certaines valeurs. Par exemple, si je fais 29 plus 58, bah, il y a plusieurs choses à faire. Il y a les deux dizaines du 29 avec les 5 dizaines du 58, les 8 unités et les 9 unités. Donc il y a plusieurs étapes et il y a même a priori une chose qu'il faut mémoriser entre deux, à savoir le 9 plus 8 qui vont faire 17. Et après, donc il y a le 17 et le 20 plus, j'ai dit quoi, 50 qui font 70. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une retenue dans le 17 qui va ajouter une dizaine. Enfin voilà. Donc il y a, dans le calcul réfléchi, on a vraiment une quantité d'éléments qui sont à traiter beaucoup plus élevée que dans le calcul rapide et encore plus élevée que dans le calcul automatisé. Et c'est dans le calcul réfléchi qu'il y a le plus de difficultés, le plus d'obstacles euh, au niveau des élèves. Maintenant, ces trois éléments, ils cohabitent et ils évoluent de manière très étroite. Comme je vous l'ai dit au tout début, certains calculs qui, pour le CP, sont du calcul réfléchi, le 5 plus 4, c'est du surcomptage, ça peut être, ou le 9 plus 2, qui peut être un calcul réfléchi très complexe au CP déjà pour certains enfants. Eh ben, avec le temps, et avec une exposition régulière et fréquente, avec une haute fréquence, eh ben, certains calculs qui sont du calcul réfléchi au début peuvent peu à peu atterrir dans le calcul rapide et qui, eux, peu à peu peuvent atterrir dans le calcul automatisé. Donc ça, c'est très important de comprendre, notamment parce que quand on parlera un peu plus des difficultés après, bah, vous verrez que les difficultés qui apparaissent dans le calcul réfléchi sont souvent dues au fait que dans le calcul rapide et dans le calcul automatisé ne figurent pas encore tous les types de calculs et les éléments de réponse qu'on est censé avoir pour les enfants d'un âge donné. Donc, par exemple, si j'ai mon élève qui, le 28, non, j'ai dit quoi, 27 plus 58, elle n'arrive pas à le faire, bah, peut-être que le 8 plus 9, chez elle, qui est censé être du calcul automatisé pour le CM2, ça n'en est pas. C'est peut-être du calcul rapide et encore, peut-être encore du calcul réfléchi. Et donc, cet exercice du 27 plus 58 est beaucoup plus dur pour cet élève qui n'a pas les mêmes automatismes, qui n'a pas les mêmes bases que pour un élève qui les a. Donc voilà, ça c'est juste pour poser un petit peu le cadre théorique de l'approche du calcul mental. Ensuite, maintenant qu'on a plus ou moins un peu établi une certaine approche de ce calcul mental, je pense que ça vaut la peine quand même de redéfinir un petit peu les plus-values du calcul mental. Évidemment, la représentation du nombre, la construction du nombre, la numération elle-même est fortement stabilisée dans la pratique du calcul mental. Parce que plus on déplace justement certains calculs, euh, on les déplace du calcul réfléchi pour aller plutôt dans le calcul automatisé, voire dans le calcul, non, dans le calcul rapide, voire dans le calcul automatisé, bah, en fait, on commence à créer des liens entre les nombres et des relations entre les nombres qui sont de plus en plus stables, de plus en plus euh, dont l'appel de ces liens est de plus en plus rapide. Donc, l'affluence est évidemment fortement influencée par la pratique du calcul mental. Mais l'amélioration des compétences en résolution de problèmes, en fait, c'est assez simple de voir pourquoi. Dans la résolution de problèmes, les élèves sont confrontés à de nombreux obstacles. Il y a notamment la compréhension de la consigne, la compréhension de la situation, la compréhension de ce qui se passe dans la situation. Après, il y a le calcul en lui-même, il y a la formulation de la réponse, l'unité de grandeur de la réponse, la vérification avec une estimation. Enfin, il y a plein d'étapes dans la résolution de problèmes. Mais bien sûr qu'une des étapes, c'est le calcul mental, parce que souvent, pas toujours, mais dans une bonne partie des problèmes, on demande du calcul mental, dans une autre, c'est peut-être du calcul en colonne ou du calcul écrit, c'est égal. Mais il y a quand même de temps en temps du calcul mental, même souvent. Et donc forcément, si le calcul mental est une charge de travail très complexe et très élevée pour un élève, ben forcément, ça va lui coûter de l'énergie, lui coûter de l'attention, lui coûter de la discipline, lui coûter de la concentration, et c'est toutes des ressources qu'il n'aura pas à mettre à disposition pour la résolution du problème. Donc évidemment, plus une aisance sans calcul mental est présente chez l'enfant, bah, plus facilement il pourra donner cette énergie
pour les autres obstacles de la résolution de problèmes. Développement de la mémoire de travail et des fonctions exécutives. Donc ça, c'est comme j'ai dit, et ça s'adresse plutôt au calcul réfléchi plutôt qu'au calcul automatisé et puis le calcul rapide. Parce qu'évidemment, plus on exerce la mémoire de travail à suivre des étapes, mémoriser certains éléments des étapes, eh ben, plus notre mémoire de travail sera compétente et efficace à le faire encore et encore. Donc ça, c'est bien sûr très favorable pour les compétences générales de l'enfant, pas qu'en mathématiques. La mémoire de travail est utilisée et sollicitée à bien des endroits à l'école. Donc ça, c'est clairement une plus-value non négligeable. La construction de stratégies personnelles, ça, je vais le développer encore un peu plus après. Mais il faut bien savoir que quand on fait du calcul mental ou quand les élèves font du calcul mental, ils sont eux confrontés dans leur tête, nous on voit pas trop ce qui se passe dans leur tête, à des processus efficaces ou non pour obtenir un résultat. Donc forcément, plus on pratique le calcul mental, plus les élèves vont non seulement avoir besoin, mais carrément vouloir développer des stratégies qui fonctionnent pour eux. Je leur développerai un petit peu plus après, mais dans les grandes lignes, confronter de manière fréquente un enfant à un travail régulier va le pousser à essayer d'optimiser cette phase et cette situation. Si vous avez, c'est comme n'importe quel adulte ou n'importe quel être humain qui doit faire une tâche à répétition, ben, on va assez automatiquement essayer de la rendre la plus courte possible, la plus facile possible, pour que cette tâche qu'on doit refaire et refaire, ben, elle nous prenne moins de temps et moins d'énergie. Donc ça, c'est un peu le principe de base enfin, une raison de plus, en tout cas, pour faire du calcul mental, c'est que ça va favoriser les enfants à se dire, ah, mais on refait de nouveau ça, il faut que je trouve un moyen qui aille mieux et qui me coûte moins de temps et moins d'énergie. Donc voilà, adaptation et assimilation des stratégies, et bien sûr la métacognition, donc c'est ce que je viens de dire. Les élèves qui construisent des stratégies eux-mêmes vont être conscients de cette construction, ou en tout cas en partie, et ce sera le travail du maître, mais ça je le réexplique un petit peu plus dans le détail après, ce sera le travail du maître aussi d'accompagner les élèves dans cette métacognition en se disant, OK, pourquoi cette stratégie, pourquoi celle-ci ou celle-là, mais j'en parle un peu plus après. Et finalement, bah, vu que tous ces éléments-là ont un impact pas seulement sur les maths, hein, mais sur la cognition globale de l'enfant, bah, on peut bien sûr s'attendre à des meilleures performances globales en mathématiques, parce que toute l'énergie qui n'est pas dédiée à la résolution du calcul mental, parce qu'elle est plus automatique, plus performante, bah, c'est toute l'énergie qu'on peut mettre ailleurs. Et donc forcément, les recherches démontrent que les élèves qui ont une bonne fluence en calcul mental, enfin de bonnes performances en calcul mental, puis des bonnes stratégies, ils sont systématiquement plus performants de manière globale en mathématiques. J'ai mis les références en bas si jamais vous voulez aller consulter ces recherches-là, mais il y en a des tonnes qui appuient ces 5 éléments, mais comme j'ai dit au début, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de vous vendre la plus-value du calcul mental, mais voilà, comme ça au moins les choses sont posées, puis on peut aussi aller de l'avant avec ça. Maintenant, on va passer à des éléments plus pratiques. Comment on peut faire pour développer les compétences en calcul mental? À quoi je dois faire attention pour que mes élèves aient envie, se développent, etc. Puis comment je dois faire aussi pour les élèves qui ont le plus de difficultés. On y vient. Alors, premier mot-clé du calcul mental, c'est ritualiser. Dans les pratiques, le calcul mental, donc purement mental, où on n'autorise pas les élèves à écrire des réponses intermédiaires ou écrire des bouts de calcul sur les feuilles, il semblait avoir de moins en moins de place jusqu'à récemment, où apparemment on réalise maintenant enfin l'urgence, même la nécessité de réintroduire et de renforcer le calcul mental dans les cours de mathématiques. Et donc la ritualisation est essentielle pour avoir de bons résultats. En fait, ça vous trouvez aussi dans le livre Enseigner les mathématiques de Thierry Dias, qui dit que la manière la plus efficace et la plus optimale pour renforcer de manière assez remarquable les compétences en calcul mental, c'est la fréquence et
euh, et une durée limitée. Donc la fréquence, ça dépend évidemment du niveau scolaire. On va pas forcément faire la même chose en CM2 qu'en CP. Au CM2, le calcul mental, il a peut-être moins besoin d'être travaillé, mais encore une fois, ça dépend. Pour moi, une bonne fréquence serait à deux à 3 fois par semaine. En tout cas, 2 fois par semaine. Pour le CM2 que j'ai là cette année, on vise à peu près 2 fois par semaine. Par contre, c'est pas, ça a pas besoin, enfin, c'est même mieux que ce soit pas des durées trop excessives. On va plutôt viser le 15-20 minutes pour les plus grands, peut-être même 10-15 minutes pour les plus petits, CP, CE1, etc. Tout simplement parce que ça a un coût, donc effectuer des calculs de manière mentale, ça demande de l'énergie. Et bien sûr, certains plus que d'autres, ça c'est une évidence, mais ça devient aussi assez redondant dans le sens où, ben voilà, je sais pas, je fais 25 calculs, ou je fais une fiche, ou je fais une page d'un cahier, ou je fais un niveau sur Matano, j'en sais rien, bah, j'en ai fait 25, ok, c'est bon, il faut en refaire 25, bon, alors d'accord, 25 calculs suivant le niveau scolaire où on est, c'est déjà 10-12 minutes, ça dépend de la difficulté des calculs, etc. Puis une deuxième, bah, après on passe à 20-25 minutes d'exercice, et ça commence à faire beaucoup, les élèves en ont marre, et puis le calcul mental, c'est difficile de le déguiser de manière très efficace pour qu'il soit stimulant, ludique, etc. Alors, il y a des possibilités, hein. Il y a des jeux qui le font très bien ou des cahiers qui le font très bien. Mais même si le calcul mental arrive à être relativement bien déguisé pour que voilà, l'enfant réalise même plus qu'il est en train de faire du calcul mental, on voit plus de gros écarts entre les élèves qui font 2 fois par semaine 15 minutes ou 2 fois par semaine 30 minutes. Donc, le fait d'en faire beaucoup plus, ça n'apporte apparemment presque rien. Donc, 15-20 minutes, maximum 20 minutes pour une séance, apparemment, c'est un peu ouais, le maximum en termes d'utilité. Se faire plus, ça va pas forcément apporter de meilleures performances, apparemment. Donc, puis peut-être un peu plus court pour les enfants plus petits, 10 minutes, 15 minutes. Et puis, encore une fois, il faut observer les élèves, causer avec eux. On refait une série, on refait une demi-page. Oh non, monsieur, non, s'il vous plaît. Puis... Bon, après, c'est peut-être que vous avez une équipe qui fait que de râler aussi, comme les miens cette année, c'est possible. Mais, mais sinon, c'est aussi un truc un peu organique. Il faut regarder comment ils sont performants, comment ils crochent. Est-ce que certains en font un petit peu moins que d'autres? Ça, c'est aussi quelque chose que je vais traiter après. Et puis, ben, vu que c'est répétitif, il faut trouver de quoi les motiver. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants qui font énormément de fiches, on va dire, sèches. Euh, c'est bien dans une certaine mesure parce qu'ils font du calcul mental, donc bravo, ça c'est bien. Après, les élèves, ben, je sais les enseignants sont toujours confrontés à trouver un bon équilibre entre donner envie à l'élève et ne pas polluer la fiche d'exercice avec des trucs qui servent à rien. C'est clair que en géométrie, en résolution de problèmes, on va éviter de mettre des dessins et des images qui n'ont rien à voir avec l'exercice, juste pour faire joli. L'habillage, il doit avoir une utilité certaine. Donc, c'est clair que pour une grande majorité des exercices en mathématiques, mettre juste une image d'une pastèque parce qu'on parle de pastèque, ça apporte rien à l'exercice et au contraire, ça va attirer l'attention de l'élève sur le dessin pendant un petit moment, ce qui va avoir comme effet ben, de le reposer pendant un court instant, mais après, il doit se replonger dans le problème qu'il est en train de résoudre. Donc, pour la résolution de problèmes, pour les exercices complexes, c'est pas du tout recommandé. En revanche, le calcul mental, ben, il n'y a pas besoin d'un item au suivant, d'un calcul au suivant, il n'y a pas besoin de se replonger dans un univers quel qu'il soit, parce qu'il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de contexte, je dois juste faire mon calcul, entre guillemets. Et donc ici, on peut plus facilement obtenir de la motivation chez les élèves et des meilleurs résultats en passant par un moyen ludique que si on le fait pour des exercices complexes comme la résolution de problèmes, la géométrie ou d'autres éléments.
Donc, en d'autres mots, dans le calcul mental, s'il y a de la déco, s'il y a des images, s'il y a des animations, bah, les élèves, ils prennent. Et ça les motive, ça leur donne des petites pauses. Et puis après, ils retrouvent le courage et l'envie de continuer. Donc, avoir des supports plus ludiques, mieux habillés, ça a une plus-value. Donc, chercher soit des jeux en ligne de mathématiques qui sont bien conçus pour ça, ou alors des cahiers où il y a un minimum, un petit peu d'esthétique, un peu de couleur, quelque chose pour que les élèves se disent, ah, il n'y a pas 89, enfin pardon, 99 calculs à faire, il n'y a aucune couleur, il n'y a rien, il n'y a que des nombres. Il y a des enfants qui, rien qu'en voyant ça déjà, ils bloquent. Et puis ça va être pour eux un défi de surmonter cette prévisualisation de la fiche à faire, des exercices à faire. Deuxième point très important, au-delà de la ritualisation, il faut aussi différencier. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la petite Charlotte le calcul mental, c'est pas son truc. Et puis, bien sûr, il y a le Léon, lui aussi, il déteste ça, il veut pas en entendre parler. C'est clair qu'il va falloir trouver un terrain d'entente pour tout le monde, pour que tout le monde puisse progresser. Une manière de le faire, évidemment, ça coûte un petit peu quelque chose en termes de préparation, c'est que il faut varier la quantité ou adapter la quantité et la difficulté en fonction de l'élève. Après, je sais bien, hein, je ne peux pas faire un programme pour chacun, donc il va falloir trouver un équilibre entre différencier et faire en sorte que tout le monde travaille quelque chose. Donc il faut qu'un bout, les élèves donnent du leur, mais ils le font, hein, et qui donnent du leur voilà, pour y aller, même si c'est pas leur tasse de thé, même si c'est difficile. Et il y a un bout où nous, on a tout intérêt à adapter la quantité. En tout cas, je pense que le plus simple, c'est la quantité. La difficulté, ça demande un peu plus d'investissement pour la réguler. Mais ça peut être en amont. Donc, vous préparez votre cours le dimanche à 4 heures sur votre application ou sur votre carnet de préparation, j'en sais rien. Vous prévoyez déjà une réduction de la charge et de la difficulté. Des fois, je le fais moi aussi pendant, donc je suis en train de calculer, je regarde au fond de la classe, je vois que ma petite Noémie, là, elle est braquée comme ça, puis elle veut pas, puis je vais vers elle, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'arrive pas, monsieur, ça m'énerve. Bon, alors regarde, tu fais encore ceux-là, puis après c'est bon. Et puis je pense qu'il faut pas hésiter parce que c'est des enfants qui ont aussi besoin. En fait, j'ai remarqué qu'il y a quand même peu d'enfants qui n'ont vraiment pas envie de faire quand on leur propose un truc qui est à leur hauteur. Il y en a, je sais qu'il y en a, je sais. Alors, il y a des fois des enfants qui se braquent complet, puis là, c'est très difficile de les mettre au boulot, donc ça, je dis pas. C'est quand même assez rare. La plupart des élèves, ils sont preneurs, mais c'est vrai qu'ils ont besoin des fois qu'on aille un peu dans leur sens. Puis donc, adapter la difficulté ou la quantité pendant une leçon, vraiment sur le tas. Écoute, allez, viens, tu fais encore ces trois-là, puis on est bon. Faut pas hésiter, ça leur fait beaucoup de bien des fois eux aussi, puis ça leur donne aussi un peu une bouffée d'air pour se dire, ok, bon, allez, je fais encore ces quatre-là, puis j'y vais. Puis des fois, ça marche mieux parce qu'ils font les quatre que vous leur avez dit de faire, alors que si vous leur dites rien, ils en font zéro parce qu'ils n'arrivent pas, puis ils sont frustrés, puis ils sont bloqués. Donc des fois, c'est mieux quatre exercices, quatre calculs de plus que zéro de plus. Et puis, différencier après l'enseignement aussi, c'est faisable, dans le sens où une fois que vous avez je sais pas comment vous faites vous, mais moi j'ai quand même la question des devoirs. Je vais pas trop aller dans le sujet, mais en gros, moi les devoirs que je donne, c'est plutôt genre ce qui n'est pas fait en classe. Donc je donne à tout le monde la possibilité de faire ce qui est à faire en classe. J'ai bien 75% des élèves qui ont très peu de devoirs, voire jamais de devoirs parce qu'ils font tout en classe. Puis j'en ai quelques-uns qui doivent finir à la maison parce qu'ils vont pas assez vite. Et là aussi, pas hésiter à dire, bon, allez, cette fiche-là, tu la finis pas, ou tu fais que la moitié, ou alors tu fais la moitié pour demain, l'autre moitié après-demain. Puis là aussi, montrer un peu de souplesse pour les enfants pour qui ça coûte beaucoup. Se rendre disponible, donc ça c'est essentiel pendant la phase de travail. Donc que vous les mettiez derrière une tablette ou un ordi sur Matano, que vous les fassiez bosser dans un cahier, qu'ils sont sur une fiche, qui se font des calculs sur une ardoise, c'est par deux, il y en a un qui écrit le calcul, l'autre qui répond. Se rendre disponible, c'est vraiment important, à mon sens en tout cas, à mon avis, parce que
Les élèves, ils ont pas tous cette facilité de venir au bureau et puis de dire, ah monsieur, j'arrive pas, je sais pas comment faire celui-là. Il y en a, oui, mais pas tous. Donc aussi se balader dans les rangs et puis aller dire, ah ça va, t'en es où? Puis de toute façon, nous on sait lesquels c'est hein, qui galèrent, hein, je veux dire. Et du coup, aller vers eux, les encourager, des fois leur lancer un petit challenge. Eh, regarde, il reste 5 minutes avant que ce soit 10 heures pile. Même s'il n'y a rien à 10 heures pile, c'est pas la fin de la période, c'est pas la récréation, rien. Je dis, ah, vas-y, tu fais ces 5 là jusqu'à 10 heures, vas-y, let's go. Ce qui marche vachement bien d'ailleurs avec les élèves qui ont des troubles de l'attention et hyperactivité, cela, leur donner des défis, des challenges, pour moi c'est la clé. Ça marche vraiment super bien. Donc, se rendre disponible, aller vers les élèves, les booster, les motiver, et puis leur donner un coup de main si jamais pour aider. Et puis, un truc qui est très important dans la différenciation, puis ça c'est l'étape numéro une pour faire une différenciation plus, on va dire, adaptée ou plus pertinente pour les élèves au fur et à mesure de l'année, hein, donc pas pour une seule fois, mais essayer d'avoir des traces. Euh, c'est pas difficile d'en avoir. Si vous avez un cahier, ben, vous avez les traces dans le cahier, très facile. Si vous utilisez des applications en ligne comme Matano qui stocke les erreurs et puis vous pouvez voir quelles sont les erreurs qui sont commises par les élèves, c'est très bien. Peut-être juste éviter de faire des fiches qui disparaissent ou des exercices qui sont trop éparpillés. Donc avoir un cahier de calcul mental, ça c'est hyper bien. D'avoir une application qui recense les erreurs, c'est hyper bien. Parce qu'après, vous pouvez voir quelles sont les erreurs qui sont commises par ces élèves. Et puis voir quelles sont les erreurs, puis combien il y a d'erreurs, ça va très vite. Au mois d'octobre, vous savez déjà quels sont les élèves vers qui il faut aller régulièrement pour justement creuser un petit peu. Pour voir quelles sont les difficultés puis essayer de les débloquer. Voilà. Ensuite, un élément très important, c'est assurer une progression. Bah, ça, c'est évident, je sais bien, mais puis vous le faites sûrement très bien. Mais voilà, c'est quand même important de le dire. Il faut qu'il y ait une progression au fil des semaines entre les exercices d'une session. Si par exemple vous prévoyez une session de 15 minutes avec 3 exercices, faites en sorte que le dernier exercice est plus difficile que le premier. Le premier exercice, idéalement, même les premiers items, donc au sein des exercices, une progression aussi, idéalement, même les quelques premiers items sont là pour rassurer les élèves, puis leur montrer que ça va bien se passer. Alors, il faudrait peut-être juste éviter de faire que les 3 premiers calculs sont méga faciles, puis direct le quatrième est trop dur, parce que là, il va y avoir un contraste un peu trop hardcore, je suis d'accord, mais essayez de faire en sorte que la difficulté augmente sur ces 3 axes. Ce qui est le cas, enfin en tout cas c'était un de mes points de priorité quand j'ai rédigé les cahiers de calcul, mais aussi quand j'ai créé l'application. C'est le but principal, c'est vraiment que au fur et à mesure que l'élève y joue, ou qu'il écrit, ou qu'il calcule, ça devient de plus difficile, mais toujours en commençant par des choses qui sont faciles pour valoriser, pour motiver et pour voilà, lui donner envie d'aller plus loin. Parce que si dès le premier calcul, l'élève il est là, ouf, oh, c'est quoi ce truc? Ben, c'est très difficile après pour lui ou pour elle, bien sûr, ben voilà, d'enchaîner, de s'accrocher, puis de continuer, de persévérer. Donc c'est vraiment ce sentiment de réussite, cette validation des acquis qui est très importante au départ d'une session, au départ d'un exercice aussi du calcul mental. Ensuite, ça c'est à mon avis le point le plus important pour le calcul mental. Donc expliciter les procédures et stratégies. Donc en gros, lorsque vous faites du calcul mental, vous allez évidemment vouloir expliciter certaines stratégies, certaines procédures pour que les élèves euh, utilisent ces stratégies et procédures de manière efficace pour gagner en efficacité et en fluence dans le calcul mental. Eh bien, c'est très important de le faire. Ce qui est important, c'est que les élèves soient interrogés sur les procédures utilisées. Souvent, vous allez créer, soit vous créez du matériel où vous allez travailler un certain type de calcul, par exemple les plus 9 ou les plus 19 ou les plus 29, ou alors les tables de multiplication, ou tel élément. Et puis, bien sûr, pour chaque type de calcul, ou chaque
élément du calcul mental en particulier, ben, vous avez des procédures qui sont associées, qui sont efficaces et qui sont reconnues comme étant efficaces pour résoudre ces calculs. Eh bien, ce qui se passe souvent, c'est que, là je fais référence à un cahier de calcul mental que j'avais vu, qui était très réputé en Suisse. Eh bien, il y a ces stratégies, enfin, en fait, il y a pas ces stratégies. C'est là un petit peu tout l'enjeu. Il y a une stratégie qui est proposée. Et le problème, c'est que pas tous les enfants utilisent les mêmes stratégies, même pas tous les adultes utilisent les mêmes stratégies. Et souvent, d'avoir cette dimension asymétrique, hiérarchique de je suis l'enseignant, voici la strate, appliquez-la, ça rentre beaucoup moins bien dans l'esprit des élèves, mais aussi dans le cœur des élèves, parce que ce qui marche le mieux, c'est lorsque l'élève est confronté à l'inefficacité de sa stratégie actuelle et qu'ensuite il part en quête d'une nouvelle stratégie lui-même. Et ça, le meilleur moyen de ce que je connais pour le faire, c'est d'expliciter, discuter et de négocier à haute voix les stratégies qui sont utilisées par les élèves. Et là, j'ai même pas besoin, moi, d'amener des stratégies parce qu'en général, les élèves les ont déjà. Bien sûr, genre, j'ai trois quatre élèves qui utilisent les stratégies que j'aimerais mettre en avant, mais il y en a d'autres qui sortent. Donc, c'est tout un moment de discussion qui peut précéder ou succéder la phase d'entraînement au calcul mental. Je sais pas, vous prévoyez un cours de maths, sur les 45 minutes, il y en a 20 que vous souhaitez dédier au calcul mental, bah, puis vous aimeriez passer 10 minutes à parler de stratégie, vous le faites avant, vous le faites après, c'est un peu égal. Mais le faire de temps en temps, c'est bien. Pendant qu'on corrige l'exercice ensemble. Des fois, on corrige ensemble, des fois, vous corrigez chaque élève individuellement et puis il doit refaire à sa place. Ça, c'est tout des pratiques qu'on sait qu'on varie. Eh bien, d'avoir des discussions un peu collectives où on dit, OK, qui a la réponse à ce calcul? Et puis, hein, il y a les mains qui se lèvent. Puis après, on dit, OK, j'aimerais pas la réponse, mais j'aimerais savoir comment tu as fait pour l'obtenir. Et puis là, verbaliser, expliciter à haute voix chaque étape de la procédure de l'élève pour que non seulement les autres réalisent que ces étapes existent, parce qu'il y a des élèves qui il y a beaucoup d'élèves, surtout ceux qui ont un peu de peine en calcul mental, quand un élève trouve une réponse à un calcul difficile, pour eux, c'est de la magie noire, il a bu une potion, je sais pas quoi, ou c'est un intello, puis ça tombe du ciel. Non, c'est des stratégies, c'est des procédures qui sont travaillées, qui sont maîtrisées, qui sont appliquées de manière optimale par cet élève-là. Et en fait, ça rend de nouveau un peu accessible à tout le monde la résolution du calcul de manière mentale. Donc, expliciter ces stratégies, c'est rendre visible ce que doit faire un enfant pour réussir à trouver la réponse. Et donc, ça, c'est très important que les élèves puissent le faire. D'une part, si c'est les élèves qui le font plutôt que nous, on peut déceler des imperfections dans les procédures, parce que des fois, il y a des élèves qui ont sur une procédure en partie, je n'ai pas forcément d'exemple sous la main, mais qui commencent à expliquer comment ils font, puis ils disent là, ouais, ça c'est bien, ouais, ouais, ça c'est très bien. Puis là, ah ouais, tu fais comme ça. Et puis là, il y en a un autre qui lève la main, qui dit, ah non, moi, à ce moment-là, je fais pas comme ça. Et puis là, il y a un échange, une négociation qui se fait. Et puis, que ça vienne des élèves, ça, je trouve, en tout cas, rend plus accessible aux élèves qui ont de la peine l'adoption, en fait, de ces stratégies. Alors que si c'est l'enseignant qui donne comme ça, bah, vous connaissez, hein, vous avez vos élèves, vous savez comment ils sont, et puis ben, il y en a certains, j'écoute à moitié. Par contre, si c'est le copain qui dit, c'est mon pote avec qui je fais du foot, ou ça c'est ma voisine, ou j'en sais rien, il y a un lien affectif aussi qui est différent entre les élèves que nous avec nos élèves. Je suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, mais c'est différent. Bah là, tout à coup, si c'est lui qui explique, l'élève il se dit, ah ouais, ah, il fait comme ça, tiens. Et puis ça lui permet, disons que c'est une autre porte d'entrée, une autre possibilité pour ces élèves qui ont des mauvaises procédures d'adopter une nouvelle. Et en fait, je ne suis pas en train de dire que nous donner la strate ne marche pas. C'est juste que plus vous donnez de moyens aux élèves de, d'adhérer à des nouvelles procédures et des stratégies, ben, plus il y a de chances que ça marche et puis qu'ils les prennent. Et puis, bien sûr, institutionnaliser les savoirs. Donc, une fois que plusieurs
plusieurs stratégies ou procédures ont été énoncées, ben voilà, dire, OK, pourquoi est-ce que vous pensez que celle-là, elle est meilleure? Et puis pour toi. Et puis toujours laisser les enfants opter pour leur favori, même, à mon avis, même si c'est pas la plus optimale, euh, plutôt que d'expliciter, de dire, écoute, bah, ta stratégie, elle est bonne, mais je pense qu'à cette étape-là, tu ferais mieux de faire comme ça, le formuler sous forme de tu penses que cette stratégie elle est optimale ou est-ce qu'on peut encore l'améliorer? Et puis plutôt le suggérer, lui suggérer d'opter lui-même, de lui-même réaliser l'imperfection de sa stratégie, mais enfin, ça fait sa différence aussi, quoi, de la manière dont on approche l'intégration et l'adoption d'une procédure pour les élèves. C'est très affectif, c'est très personnel, et puis ça marche vachement mieux si c'est l'enfant qui, lui, cherche à avoir une meilleure stratégie, plutôt que si c'est du frontal, j'explique, tu écoutes, tu adoptes. Enfin voilà, c'est un peu le résumé de l'explicitation des procédures. Donc, moi, je remarque beaucoup d'efficacité en laissant les enfants lister les choses et puis après avec eux négocier et regarder ce qui est efficace ou pas. Parlons encore brièvement de troubles et difficultés. Juste une petite distinction entre la difficulté et le trouble. En termes de définition, une difficulté, c'est donc un élément temporaire et contextuel qui est lié à une particularité de ce qui est en train d'être travaillé et qui, avec des explications de la fréquence de travail, disparaît relativement rapidement. Alors qu'un trouble, c'est quelque chose qui est diagnostiqué par des professionnels. Donc, c'est pas dans notre champ d'application, c'est pas de notre compétence de diagnostiquer ce genre de choses, et qui sont long terme, qui, malgré multiples explications, malgré multiples, euh, même si on a l'impression que je lui explique, il comprend, le lendemain, il y a de nouveau plus, bah, là, on est peut-être sur un soupçon d'un trouble. Donc, quand on a des soupçons, l'idée, ce serait de réitérer certaines questions pour lesquelles l'élève a répondu correctement pour voir si dans le temps elles demeurent acquises ou pas. Et puis s'il y a des choses qu'il faut réexpliquer sans arrêt ou des concepts que l'élève il n'arrive toujours pas à aligner les unités avec les unités puis les dizaines avec les dizaines, alors que ça fait 5 fois qu'on lui a pris le temps, bah, peut-être qu'il y a quelque chose. Après, que faire exactement quand il y a un soupçon? La première chose qui serait à faire, ce serait prendre contact avec les parents, discuter de ce qu'on a observé, regarder un petit peu pourquoi on est inquiet par rapport à certaines choses en mathématiques. Dire, voilà, nous, enfin, je pense que ça vaudrait la peine de creuser, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi ces choses qu'on a vues et revues, qui semblaient avoir acquis, mais que finalement, en fait, ils n'arrivent pas à mettre en pratique et que c'est toujours pas acquis, pourquoi c'est là? Et peut-être qu'il y a quelque chose à aller découvrir, discuter avec un spécialiste, j'en sais rien, puis orienter les parents pour le faire. Donc, repérer une difficulté, c'est bien sûr difficile parce que nous, on voit des erreurs, on voit des traces. Donc, je vous ai dit avant que c'était très bien d'avoir des outils qui permettent de recenser les traces, les regrouper et puis trouver facilement toutes les erreurs qui ont été commises dans un même exercice des élèves. Donc, ça, c'est important. Et bien sûr, après, ça demande du temps parce qu'une erreur, elle peut être expliquée par multiples difficultés. Elle peut être expliquée par une mauvaise lecture de la consigne. Il n'a même pas écrit les bons chiffres dans la bonne colonne du calcul, ou alors il a mal lu la donnée, les nombres sont pas bien récupérés de la donnée. C'était 53, mais il a écrit 43, enfin j'en sais rien. Ou alors, dans ces calculs-là, on pense il a oublié la retenue de la dizaine, mais en fait, c'était pas ça. Donc, c'est pas facile parce on doit faire des suppositions avec les traces. Et souvent, ce qui est nécessaire dans un deuxième temps, donc une fois qu'on les a interprétés, une fois qu'on a imaginé, ben, à mon avis, le meilleur truc à faire, et puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller vers l'élève et lui demander de faire devant vous et d'expliciter son processus. Donc, l'explicitation du processus, c'est cool quand on fait un partage des stratégies. Ah, toi, tu fais comment, toi, tu fais comment. Mais qu'est-ce que c'est efficace au moment où il fait l'exercice et vous êtes là, puis vous lui dites, OK, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout à haute voix, explique-moi. Et là, en fait, c'est le seul moment, à mon avis, où vous avez un accès plus direct, parce qu'il n'est pas direct, à ce qui se passe dans sa tête. Et puis là, vous pouvez suivre les étapes les unes après les autres, puis tout à coup dire, ah ouais, là, tu fais comme ça, et pourquoi pas comme ci ou pas comme ça? Et puis attention, qu'est-ce que ça donne si tu fais ça? Puis là, vous voyez où, et à quel moment dans l'étape, dans le processus qu'il est en train d'expliciter à haute voix, il y a un bug, il y a une erreur, il y a un truc qui joue pas, et puis vous pouvez immédiatement corriger.
Et puis même, limite, proposer après quelques exercices de consolidation, mon Dieu, je vais y arriver, et qui travaillent en particulier cet élément-là. Après, les signes de difficulté, bah, je les ai mis, mais vous les connaissez, hein. C'est les élèves qui montrent peu d'engagement, qui disent je suis nul, qui lèvent jamais la main parce qu'ils ont peur de faire faux, et qui sont frustrés, qui ont la tête dans les mains. Donc, voir qu'un élève galère, ça, on apprend assez vite à le faire. Et puis, et quand on voit ça, bah, c'est important d'aller, justement, comme j'ai dit avant, se rendre disponible, aller vers l'élève et puis aller en soutien positivement, l'encourager, et puis surtout lui faire expliciter ce qu'il fait dans sa tête pour que vous puissiez réajuster après les éléments éventuels à changer. Donc, prévenir et gérer les difficultés. Donc, les gérer, comme je l'ai dit là, donc verbalisation des processus, ça, c'est à mon avis le truc le plus efficace. Donc, j'ai tiré ça aussi du livre de Monsieur Diaz, qui est un livre que je vous recommande chaudement si vous êtes intéressé à toute cette question pédagogique de l'enseignement des maths, du calcul mental en l'occurrence. Euh, En termes de prévenir les difficultés, donc évidemment, la différenciation a un impact énorme sur la prévention des difficultés. Si vous donnez à tout le monde la même chose, c'est sûr que Benjamin, Théo et puis Arthur, et puis Sophia, ils vont pas réussir à faire l'exercice 3 parce que c'est trop dur. Donc, préparer, adapter par rapport aux besoins et aux compétences des élèves. On essaye de trouver un équilibre entre investir du temps pour préparer les choses variées en fonction des compétences, mais il faut aussi déléguer. Et c'est pour ça que c'est intéressant de trouver des bons outils qui le font, comme par exemple les cahiers, qui sont, je ne vais pas forcément trop détailler, mais qui ont une progression et puis une possibilité de différencier qui est extrêmement simple et claire, même pour les élèves. Et puis Matanos, de toute façon, c'est un logiciel qui s'adapte aux compétences de l'élève, donc ça se fait tout seul. Donc voilà, et gérer les difficultés, c'est interagissez avec vos élèves, faites-les écrire, faites-les dire à haute voix, motivez-les pour le calcul mental, donnez-leur des challenges, et avec ça, on arrive à obtenir quelque chose. Est-ce qu'on arrive à faire réussir tous les élèves? Non, je pense pas. J'ai créé des statistiques totalement bidons ici avec Paul, Paula, Pauline, Paolo, qui commencent l'année en cours avec un certain résultat dans un test de maths, et puis à la fin de l'année, voici ce qu'ils ont progressé envers. Est-ce que je peux faire réussir tous mes élèves? Ben non, parce que Paola et Paolo, malgré le fait qu'ils ont progressé, ils n'ont pas le seuil de réussite, ils n'ont pas réussi, entre guillemets, leur année sur le plan des maths, mais vous avez certainement pu faire progresser tous les élèves, et ça, c'est vraiment l'essentiel. Alors voilà, j'arrive au bout. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Bientôt les vacances de Pâques, donc profitez bien, reposez-vous, et puis prenez bien soin de vous, et puis bonne chance pour la suite, bon courage, et j'espère que vos élèves auront du plaisir à travailler le calcul mental avec vous. Et puis voilà, merci à tous.